tu as des matchs où tu as une forme d'état de grâce, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, où tout ce que tu tentes, tout ce que tu entreprends se transforme en réussite. Et ce jour-là avait été particulier. J'étais en confiance en moi, confiance en mes coéquipiers. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un immense joueur du rugby français. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né à Brive, mon invité y fait ses classes jusqu'en équipe fanion. Alors barré du côté de la Corrèze, il file en région parisienne, au PUC, avec qui il fourbit ses armes en Fédéral 1. Remarqué par Philippe Saint-André qu'il a un rôle à Gloucester, il devient champion d'Angleterre dès la première saison et s'engage pour le Biarritz Olympique avec qui il remporte notamment 2 boucliers de Brennus. Auteur d'une exemplaire carrière internationale, il remporte 2 grands chelems et dispute la finale de la Coupe du Monde 2011. Aujourd'hui, mon invité vit sa passion d'une nouvelle façon puisqu'il est consultant chez France Télévisions pour qui il est notamment la voix du 15 de France. Comme vous vous en doutez, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Dimitri Yachvili. Profondément libre, ce petit-fils d'immigrés géorgiens n'oublie pas d'où il vient et a réussi à se faire un prénom dans un paysage où son nom résonnait déjà. Je me suis vraiment régalé durant ce moment passé avec Dimitri qui mène sa seconde vie avec le même succès que sa carrière rugbystique. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Dimitri. Salut. Ça va ? Très bien, impeccable. Bon, super. Merci beaucoup de me recevoir chez toi à Biarritz. Avec grand plaisir. Merci aussi à Jérôme Thion d'avoir eu la super idée de t'inviter. Eh bien, merci Jérôme, je te remercie. Je vais essayer d'être à ta hauteur. La France t'a d'abord connu pour ta carrière sur les terrains, au BO et en équipe de France. Maintenant, tu es commentateur du 15 de France sur France Télévisions. Et parce que ça met toujours de bonne humeur d'en reparler, les Anglais aussi te connaissent sous le nom du fléau de l'Angleterre, parce que tu leur as fait quand même pas mal de misère à pas mal de reprises. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. En attendant, il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi rêvait le petit Dimitri ? Alors, le petit Dimitri rêvait forcément d'avoir une carrière rugbystique. Alors, à l'époque, c'était pas d'être professionnel de rugby, puisque quand j'ai commencé le rugby, moi je suis né en 1980, donc à l'époque, c'était pas professionnel, donc c'était jouer en équipe première, qui était notre objectif. Voilà, c'est le sport familial puisque mon père joue au rugby en première division, en équipe de France aussi. Mon grand-père maternel également a joué à Brive. Donc j'ai baigné dans cette ambiance rugby dès le plus jeune âge d'ailleurs. Et voilà, le ballon ovale m'a toujours suivi. Avec mes 2 frères aussi, c'était plus facile de l'entretenir puisqu'on s'exerçait pas mal à la maison dans le jardin. Et sur les terrains de rugby, donc pour répondre à ta question, c'était avoir une carrière rugbystique, essayer de jouer au niveau le plus haut possible, puisque c'est un sport qui me plaît beaucoup et c'est une passion. Donc tu as toujours pensé à ça, et tu étais quel genre de petit garçon ? Très joueur, très heureux, j'ai eu une enfance joyeuse avec mon père, ma mère, mes 2 frères. Voilà, un peu casse-cou aussi. J'étais assez frêle et petit, donc j'étais un peu grand de gueule également. Mais j'aimais manier le ballon, quoi. J'aimais le jeu, j'aimais toute la subtilité de ce sport, en rajoutant aussi le pied gauche, parce que j'aimais bien frapper avec dès le plus jeune âge. Ouais, bon, ça s'est ressenti par la suite. Donc tu l'as abordé rapidement. Pour les plus jeunes, il faut savoir que ton papa Michel est un ancien international également. Oui. Il a 46 sélections si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est très commun de voir des enfants de joueurs jouer à très haut niveau. Donc il y a par exemple les fils Penon, Tamac, Carbonel, Gembert, Rouma, j'en passe pas mal.
toi, à l'époque, c'était quand même un petit peu moins commun. Comment tu l'as vécu à ce moment-là, quand tu as essayé quand tu as réussi à percer, mais d'avoir la comparaison avec ton papa? C'est jamais très facile. C'est jamais très facile, surtout quand tu vis dans une ville de province, une petite ville de rugby où le nom est déjà reconnu. Donc, je vais pas dire l'objectif, mais l'important, c'était de se faire un prénom à ce moment-là, puisqu'il y a forcément la comparaison. Mais il y en avait quand même pas mal de fils d'anciens joueurs à mon époque. On s'en souvient un peu, mais il y en avait quand même pas mal avec notamment Rougerie, Dourte, Ah oui, c'est tous vrai. ces joueurs-là qui ont une belle carrière et leur papa aussi. Et j'en oublie. Donc c'était simplement se faire un prénom, quoi, en fait. Hein, se faire un prénom, parce que la comparaison peut être parfois assez lourde. Donc faire son chemin, tout simplement, prendre le bâton de pèlerin et faire son propre chemin. Ouais. Et mais justement, t'as fait ton chemin, tu t'es fait ta place. Bon, c'est vrai que Yachvili en Corrèze, c'est un peu comme Zuckmeyer en Haute-Garonne. C'est pas très couleur locale. Comment ta famille s'est implantée en Corrèze? Alors en fait, pour résumer, hein, c'est mon grand-père paternel, donc le père de mon père, qui s'est retrouvé dans le maquis corrézien pendant la Seconde Guerre mondiale, après être passé par l'Allemagne, les camps de concentration. C'est un peu long pour tout raconter en détail, mais il a eu une vie assez extraordinaire dans le sens littéral du terme, même si c'était, je ne vais pas dire monnaie courante, mais c'était pas le seul, et nous ne sommes pas la seule famille à avoir vécu ce genre de choses, d'immigrés pendant la guerre. Donc il a pris les armes et il s'est retrouvé dans le maquis corrézien, où il a rencontré ma grand-mère dans la ville de Tulle. Et donc mon père est né à ce moment-là. Et donc, après, toute la famille est restée en Corrèze. T'es né à Brive, si je me souviens bien. T'as fait le Pôle Espoir? Non, j'étais en école de rugby à Brive. Ouais. Après une petite parenthèse niçoise, puisque mon père s'était fait muter à Nice en 1987, donc j'avais 7 ans. De 87 à 92, nous avons vécu à Nice, où j'ai fait 4 ans de rugby. J'avais commencé par 4 ans de foot, pardon. J'avais fait 1 an de rugby, puis ensuite, comme le rugby, tous mes copains à l'école jouaient au foot, je me suis inscrit au foot, et pendant 4 ans, j'ai été à l'école de foot à l'OGC Nice. Et ensuite, on est retourné vivre à Brive en 1992, où j'ai repris le cursus rugbystique classique, où j'étais à l'école de rugby jusqu'à l'équipe première, parce que j'ai fait quelques apparitions d'équipe première dans la fin des années 90. D'accord. À ce moment-là, Brive tenait le haut de l'affiche quand même dans le fin des Ouais, années moi 90. j'ai commencé en fin d'équipe première en 99, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était après le titre de 97, la finale de la Coupe d'Europe. 98, rebelote. Brive avait échoué en finale à Bordeaux contre Basse. Donc moi, quelques apparitions à ce moment-là en équipe première. Et à la fin de la saison, on m'avait fait plus ou moins comprendre que je rentrais plus dans les plans. J'étais 3e ou 4e demi de mêlée. Donc plutôt que de stagner entre guillemets en espoir, j'ai eu une opportunité d'aller au PUC, au Paris Université Club en Fédéral 1. Et ça m'a fait le plus grand bien, parce que déjà en tant que com, ça m'a permis de me construire. Moi qui avais vécu dans le cocon familial briviste, me retrouver à Paris, dans la capitale, avec une déconnexion totale par rapport à ce que j'avais vécu auparavant. Ça m'a permis de me construire, de jouer aussi dans un championnat de Fédéral 1, un championnat d'adultes. Ça m'a permis aussi de m'aguerrir, parce qu'en plus on avait toute la poule de l'Est, Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Pontarlier, enfin tous ces clubs où c'est raide d'y aller en plein hiver, je peux vous l'assurer, surtout quand on porte le maillot du PUC. Ils avaient envie de se faire les Parisiens, alors qu'on venait tous de province, mais bon bref, ça c'est autre chose. Et voilà, et ensuite, après cette année en Fédéral 1, super année avec le PUC, année inoubliable, eh bien Gloucester m'a contacté. Philippe Saint-André était à l'époque entraîneur de Gloucester, donc j'ai passé une année là-bas. Je suis arrivé en tant que 3e demi de mêlée, puis les 2 demi de mêlée se sont blessés en début de saison, donc j'ai enchaîné une bonne dizaine de matchs, ce qui m'a permis de percer, de réellement jauger mon niveau au plus haut niveau, ce qui se faisait à l'époque, puisque le championnat anglais faisait partie des meilleurs championnats européens, voire même du monde. Et par la suite Biarritz, donc 1 an au PUC, 1 an à Gloucester, et ensuite Biarritz en 2002. Et justement, pour revenir sur la période de PUC,
Bon, tu pars de Brive, qui est quasiment au top niveau à ce moment-là. Tu te retrouves en Fédéral 1. Tu as des envies de professionnalisme à ce moment-là, ou Oui. t'abandonnes un petit peu en te disant, bon, je vais en Bon, Fédéral 1. je savais. Disons que j'étais allé pour que ça me serve de tremplin. Ouais, Parce que quand tu as 19 ans, enfin c'était l'année de mes 20 ans, ben, tu as envie de te jauger par rapport à un championnat adulte, on va dire, un championnat senior. Et j'y allais avec l'objectif que ça me serve véritablement de tremplin. Une saison, 2 saisons, je ne savais pas. Finalement, il s'est avéré qu'il m'a fallu juste une saison. Et puis ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a guéri mentalement aussi. Et j'ai réussi à résister au maximum à toutes les tentations que peut avoir Paris, parce que Paris, c'est vraiment compliqué quand tu ne te mets pas une rigueur et une discipline quand tu es sportif de haut niveau. Moi, j'avais réussi à garder cet entraînement quotidien, essayer de tirer au maximum vers le haut pour que ça puisse payer pour le futur, quoi. en plus, l'entraîneur à ce moment-là, c'était un gros fêtard, non, si je me trompe pas. Moscato. Ouais. Ouais, fêtard, mais rigoureux, Mhm. rigoureux sur le terrain. Voilà, ça rigolait pas hein, sur le Ouais. terrain, ça c'est sûr. Donc c'était une super expérience pour moi, je me suis vraiment régalé, j'ai rencontré des super mecs, et puis c'est un peu une confrérie le PUC, hein. Quand tu y as joué une fois, après tu en rencontres un peu partout, tu as une sorte de fraternité entre PUCistes qui se met en place, c'est sympa. Tu t'expliques que tu pars à Gloucester juste après. Tu vas en troisième neuf. C'est qui le titulaire? C'est Gomarsal? Ouais. Indigo Marsal, qui était récent champion, enfin non, il allait être champion du monde un an après, pardon, à 2000 mêlées de l'Angleterre, et il y avait un autre jeune qui s'appelait Clive Stewart-Smith, qui était le numéro 2, moi j'arrivais donc numéro 3, avec pour objectif de m'entraîner dur, parce que c'est très dur de s'entraîner en Angleterre, c'est un changement total de préparation. Je savais que j'allais revenir avec du positif puisque j'allais apprendre la langue, ce qui est important de nos jours. Et puis finalement, les choses ont fait que j'ai pu enchaîner les matchs et faire, j'ai fait je crois une quinzaine de matchs, une dizaine de titularisations, donc ça a été bénéfique. Ouais. Ça passe super rapidement. Donc, tu es champion d'Angleterre avec cette année-là. Par la suite, tu pars à Biarritz, où, comme tu l'as expliqué, tu restes 14 ans, c'est ça? 12 ans. 12 ans, d'accord. Donc, au BO, c'est là que tu forges la majeure partie de ton palmarès. Donc, tu es 2 fois champion de France, 2005-2006, finale de Coupe d'Europe. Et derrière, il y a toute ta carrière internationale, bien entendu. Et en parlant de ta carrière internationale, comme je l'ai abordé très rapidement en préambule, tu as mis la misère aux Anglais quelquefois. Ils gardent un super mauvais souvenir de toi, mais moi, le souvenir que j'ai plusieurs souvenirs de toi en tête contre les Anglais, notamment en 2004, quand tu mets 19 des 24 points du match. Les 5 points restants, c'est un caviar que tu offres à Imanol. Tu es relativement jeune à ce moment-là, tu as 23 ans. Comment tu arrives à supporter la pression d'un match comme ça? Écoute, quand tu es pris dans un objectif collectif, il y avait une bonne énergie dans cette équipe-là aussi. On était invaincus. Le contexte était quand même particulier parce que quelques mois auparavant, les Anglais étaient champions du monde. On les recevait. Je crois que c'est un des premiers matchs en prime time. C'était à 21h le soir. Donc l'après-midi avait été très très longue. J'avais pas réussi à fermer l'œil et à trouver le sommeil pour me reposer pour la sieste avant le match. Donc il y avait beaucoup de pression en effet. Après je me sentais en sécurité parce qu'il y avait quelques anciens aussi dans le paquet d'avant. Les Pelouse, Betsen, Ibanez, etc. Donc ça me permettait d'être assez en confiance. On était invaincus, c'était le dernier match, c'était une sorte de finale. Donc il n'y avait pas de place au doute. Il n'y avait pas de place à l'à peu près. On était, et puis il y avait une ambiance aussi particulière ce soir-là. On était porté par ce Stade de France qui parfois peut paraître un peu morose et froid. Ce soir-là, il y avait vraiment un truc particulier. Et puis voilà, il y a des fois, tu as des matchs où tu as une forme d'état de grâce, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, où tout ce que tu tentes, tout ce que tu entreprends se transforme en réussite. Et ce jour-là avait été particulier. J'étais en confiance en moi, confiance en mes coéquipiers, une forme de peur et d'appréhension d'affronter les Anglais parce que c'était du très lourd, récent champion du monde. On avait aussi une petite revanche à prendre envers eux, mais aussi envers nous-mêmes par rapport à la demi-finale perdue à Sydney.
Voilà, donc tous ces plus faisaient que j'étais dans des bonnes dispositions, mais tout comme l'équipe ce jour-là, hein, il n'y avait pas que moi. Ouais. L'année suivante, c'est la même en couleur. Vous faites une première mi-temps très compliquée par contre là. Vous gagnez au final 18-17. Tu mets les 18 points. Tu es un petit peu porté là aussi peut-être. Comment tu vis ce match-là? Ouais, tu sais, c'est étrange, tu as des matchs, tu sais pas trop, pourquoi. La veille, en plus, on va faire l'entraînement à Twickenham, comme on fait habituellement, un petit captain run, quoi, l'entraînement du capitaine, et les buteurs, on peut buter. J'avais rien mis du tout, j'avais cassé mon tee. Enfin, c'était une catastrophe la veille du match, perte de confiance totale. Et puis le lendemain, tu sais pas pourquoi, t'es porté par une certaine force, une certaine énergie. Comme tu l'as dit, première mi-temps, on est malmené, on est bousculé, on n'a pas de réussite. Eux non plus d'ailleurs, parce que les buteurs avaient été défaillants ce jour-là aussi, il faut pas l'oublier. Moi j'avais la réussite, mais s'ils avaient eu et également la réussite, je pense pas qu'on aurait remporté le match. Après voilà, ça s'est fait comme ça, on n'a pas paniqué, on a été très solidaires aussi ce jour-là, avec une équipe notamment remaniée. Aller affronter les Anglais, il y a eu pas mal de contractures en début de semaine, des mecs voulaient pas y aller, donc ça avait été une équipe un peu... Voilà, de briques et de broc, mais en tout cas, tous ceux qui étaient alignés sur la feuille de match ce jour-là, on a tout donné jusqu'à la fin, on n'a rien lâché, même à la mi-temps où on est mené de 8 ou de 9 points, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on n'a pas lâché, et puis voilà, et puis j'ai concrétisé l'effort de mes coéquipiers. Bon, je suppose qu'on te parle très souvent de ces matchs-là. Toi, que ce soit au niveau international ou avec le BO ou même avant, hein, peut-être, c'est quel match qui t'a le plus marqué? Ben, en sortir un, c'est compliqué parce que tous les matchs sont marquants. En fait, il y a des, ouais, t'as des, bon, forcément, t'as des matchs où t'as les shots d'adrénaline qui sont un peu plus élevés que d'autres. La finale 2005 avec contre le Stade Français au Stade de France avait été très fort parce que là aussi, quand c'est la première fois que tu remportes un titre, ben, t'as tout qui est décuplé, quoi, hein, toute cette joie. Cette fierté, cet honneur de pouvoir soulever ce bouclier de Brennus. Quand tu gagnes en Angleterre à Twickenham aussi, tu as l'impression de ne plus être le même homme une fois que tu as gagné à Twickenham. C'est eux qui ont inventé ce sport. Tu joues dans un temple, tu joues dans une ambiance particulière. Jouer une finale de Coupe du Monde à Auckland, à l'Eden Park contre la Nouvelle-Zélande, forcément aussi ça marque. Donc tu vois, il y a plein de... Et puis gagner un derby aussi, tu vois, tu as des matchs comme ça aussi qui sont... Voilà, qui sont forts, qui sont prenants et qui resteront jamais gravés dans ma mémoire, quoi. Bien sûr. Tu as vécu une longue carrière, longue et riche carrière. Est-ce que tu as un gros regret à ce niveau-là? On en a toujours des regrets. Après, c'est pas des choses qui me rongent ou comme ça. Le titre européen, on a échappé à 2 fois, 2 finales perdues, donc forcément c'est un regret, une ligne que j'aurais aimé avoir dans mon palmarès. Le titre de champion du monde, bien évidemment aussi, parce que quand tu échoues d'un petit point, tu as toujours voilà, un peu d'amertume. Après, avec du recul, au vu de la compétition, de notre parcours et de ceux de la Nouvelle-Zélande cette année-là, je crois qu'il méritait amplement ce titre, même si sur la finale, c'était 50-50. On ne l'aurait pas volé, même si on aurait remporté ce match-là. Donc voilà un petit peu les deux regrets, ouais, un titre de champion d'Europe et ce titre de champion du monde. Bien sûr. Bon, on parle de rugby, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté du rugby? Qu'est-ce qui t'anime? Bah écoute, je passe pas mal de temps avec mes enfants, avec ma famille. J'ai la chance de vivre ici au Pays Basque, donc tu vois, tu as les montagnes qui sont, même si on les voit pas aujourd'hui, ce qui est assez rare. Habituellement, on les voit, hein. C'est très clair, le ciel est très bleu ici au Pays Basque. Ouais, et c'est vrai que le Pays Basque n'est pas réputé pour être une région pluvieuse. Hein. On peut pas tout avoir. Hein. Donc pour revenir sérieux, ouais, des balades en montagne, des balades au bord de la mer. Voilà, j'ai un métier où je rencontre pas mal de monde. Je suis pris dans ce monde médiatique pas mal de week-ends dans l'année, donc j'aime bien m'évader un petit peu, aller à la montagne, aller chercher les champignons dans la forêt ou aller voir mon fils jouer au foot le week-end lorsque je suis là, profiter aussi des bienfaits de la mer, voilà, des plaisirs simples, on va dire. Ouais, d'accord. Il joue ton fils au foot? À la Jeanne d'Arc de Biarritz, club de D'accord. foot Biarro. Ouais, il aspire à une carrière ou c'est pour le plaisir bon, vraiment? Écoute, il a 15 ans, il fait 16 ans cette année. Il prend du plaisir en tout cas, il est content d'y aller, de retrouver ses copains après. Je pense que déjà c'est un peu tard pour pouvoir se faire détecter, sait-on jamais, mais
Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Il s'amuse, il prend du plaisir et c'est bien ça le principal. Exactement. Tu l'as très rapidement abordé, donc tu es un peu dans le tourbillon médiatique maintenant. Donc après être passé sur beIN Sport et TF1, maintenant tu es commentateur sur France Télévisions. Tu suis l'équipe de France. Tu es également l'égérie de plusieurs marques, de shampoing si je ne me trompe pas, marque de voiture. J'ai été l'égérie d'une marque de shampoing, marque de voiture, oui. Tu es également chef d'entreprise, vu que tu gères un camping sur Biarritz. Comment tu fais pour gérer tout ça ? Bon, c'est très simple, hein, c'est très facile. Il y a des jours où ça se bouscule, où l'emploi du temps est compliqué, où il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour pouvoir tout rentrer. Il y en a d'autres où c'est relativement calme. Je m'octroie aussi des temps de repos, des temps de calme, comme je te disais tout à l'heure, profiter de la famille. Donc j'ai quelques activités, mais j'arrive quand même à trouver du temps libre, à passer du temps avec mes proches. Et voilà, et lorsque je me ressource avec mes proches et ma famille, je suis ensuite heureux et épanoui d'être devant le micro et de commenter les matchs où je prends beaucoup de plaisir. Donc quand tu étais chez beIN, tu commentais d'abord le Pro 12, si je me souviens bien. La Coupe d'Europe, j'ai fait quasiment que la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est quand même exigeant. Tu as pas mal de week-ends où tu es hors de la maison. Maintenant, tu es avec l'équipe de France, donc il y en a peut-être un petit peu moins. J'ai toujours la Coupe d'Europe avec France Télévisions. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc ça fait énormément de week-ends pris. Ouais, ça en fait pas mal. Ouais, ça en fait pas mal. Après, c'est pas tous les week-ends, c'est par période. La Coupe d'Europe, c'est 2 week-ends, 3 week-ends de temps en temps. Ça s'enchaîne ensuite. Bon, là, le tournoi, par contre, ça s'enchaîne pas mal, mais bon, c'est cool, je suis content parce que la Coupe d'Europe est une compétition que j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer parce que c'est un souffle nouveau. Tu joues contre les équipes anglo-saxonnes. C'est un niveau qui se rapproche du niveau international. C'est pas entre le top 14 et le niveau international. C'est beaucoup plus proche du niveau international que de celui de notre championnat domestique. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à aller en Angleterre, en Irlande, en Écosse, de voyager, de voir une autre culture, un autre rugby que le nôtre. C'est très enrichissant et je me régale à commenter cette compétition. Ouais. Les téléspectateurs voient peut-être 5 minutes avant le début du match, voient 3 minutes après la fin du match. Comment ça se passe concrètement quand tu pars pour le tournoi ou pour la Coupe d'Europe ? Comment ça s'organise un petit peu ? La semaine s'organise dès le lundi, mardi, t'es obligé de commencer t'es obligé de rien, mais je commence à bosser sur les équipes et sur les matchs du week-end. En général, on fait 2 matchs par week-end. L'équipe de France, bien sûr, et s'ils jouent le dimanche, la veille, on peut commenter l'Angleterre, le Pays de Galles ou une autre match de la journée. Donc on prépare les matchs, tu regardes les blessés, tu regardes les hommes en forme, tu regardes les compositions d'équipe. Tu regardes les images des matchs précédents aussi pour voir un petit peu le système de jeu, pour voir les essais. Tu t'imprègnes du match, quoi, tout simplement. Et puis ensuite, la veille du match, tu te retrouves dans la ville où aura lieu la rencontre. Et là, ça commence les briefings, les réunions. Tu prépares aussi les rencontres. Le timing aussi, ce qu'on appelle le conducteur, où tu sais exactement à telle heure, tel moment, tout le programme en fait de la journée, en essayant de garder un esprit de bonne humeur, parce que en effet, les téléspectateurs voient 80 minutes le week-end, mais il y a tout ce qui se passe avant et on essaie d'entretenir une relation saine, professionnelle et dans la bonne humeur pour que tout se passe bien ensuite à l'antenne. D'accord, c'est quand même une vie relativement timée encore que tu as. Jérôme Thion, quand il m'a reçu, m'a dit qu'une des choses qui lui faisait le plus bizarre à l'arrêt de sa carrière, c'était de redevenir, entre guillemets, quelqu'un de normal et de plus avoir une vie qui est ultra millimétrée. C'est-à-dire qu'on ne te dit plus aujourd'hui tu dois mettre tel short, tel polo, telle chemise. Tu le vis, toi, tu l'as vécu ? Écoute, en effet, je le rejoins dans le sens où on a eu une vie un peu d'assisté pendant 15 ans. Comme tu dis, on nous préparait tout, même si moi j'essayais de garder quand même une certaine forme d'autonomie, donc ça m'a pas vraiment marqué après le rugby, même si, encore une fois, on nous a mâché pas mal
le travail et pas mal de tâches pendant notre carrière, là on redevient oui, des gens normaux. Encore que, qu'est-ce que la normalité dans ces moments-là, mais ouais, il y a une réadaptation, c'est pour ça qu'on parle de petite mort aussi, parce que c'est une mort non pas physique, mais d'une manière de vivre. On vit différemment forcément, on essaie de se reconstruire. Après la mort, on essaie la renaissance, on essaie de se reconstruire. Mais bon, ça m'a pas plus marqué que ça. C'est pas une chose qui me marque tant que ça. On a vécu, pour moi, j'ai vécu une parenthèse formidable pendant 15 ans. Maintenant, il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà. Bien sûr, bon, 15 ans, du coup, c'est un peu plus qu'une parenthèse. C'est top. Je sais pas si je vis à 120 ans. 15 ans, c'est pas grand-chose. C'est tout le mal que je te souhaite. Et ouais, en plus, toi, tu as pu attaquer super rapidement après ta carrière. Tu as été sollicité quasiment dès le départ. Oui, de suite. Moi, j'ai enchaîné. J'ai arrêté en 2014. J'ai enchaîné de suite avec beIN Sport. Donc voilà, ça m'a permis aussi de garder le contact avec le rugby. Même si c'est pas ce que je recherche, la notoriété, le regard des gens, ben ça flatte un petit peu l'ego aussi. Donc ça nous permet de vivre un petit peu mieux cette transition. Et l'exercice en lui-même me plaît beaucoup. Donc ouais, moi je suis, depuis que j'ai arrêté, même s'il y a des moments plus difficiles, je suis quand même épanoui. Justement, à propos de l'arrêt de carrière, tu fais partie plutôt de ceux qui ont pu le choisir ou qui l'ont subi à cause d'une blessure? Non, moi je l'ai choisi. J'ai même arrêté 1 an avant la fin de mon contrat, tu vois. Donc je l'ai réellement choisi. Voilà, j'arrivais à une forme de saturation. Mon corps en avait marre, mon esprit aussi. Puis j'avais plus la foi. Je sentais le rugby aussi changer. Je sentais pas mal de choses qui faisaient que, bon, je me suis bien entendu. J'ai réfléchi pendant des semaines et des semaines avant de prendre la décision. Donc ça a été bien mûri. Et je me dis que j'ai pas fait le mauvais choix parce que j'ai jamais regretté le fait d'avoir arrêté ma carrière. C'est sûr que ça donne toujours envie quand tu vois, quand tu assistes à des grands matchs, que tu commentes l'équipe de France, des finales de Coupe d'Europe, etc. Voilà, ça te remémore des souvenirs. Hein, le corps a de la mémoire, mais voilà, quand tu sais tout ce qu'il y a derrière, l'entraînement quotidien, surtout que voilà, moi je me mettais une forte discipline avec des horaires bien précis, l'hygiène de vie, l'entraînement. Donc voilà, encore une fois, il y a les matchs, mais il y a aussi tous les sacrifices qu'il y a derrière. Justement, tu parles de sacrifices, tu parles de vraie hygiène de vie, mais tu as quand même eu une vraie réussite. Si tu pouvais reparler au petit Dimitri, qu'est-ce que tu lui dirais? Au petit Dimitri, j'essaie de lui parler souvent, petit Dimitri, parce qu'il est encore là. C'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que ouais, ça brasse. Si tu veux, j'ai pas d'amertume, dans mon esprit, j'ai pas envie de changer le petit Dimitri quelque part. Il a fait son chemin pendant 15 ans. Il a eu une vie privilégiée pendant sa carrière rugbystique, ça c'est une évidence, mais il s'est fait violence aussi, le petit Dimitri, parce qu'il a fallu, malgré les facilités techniques qu'il a pu avoir, il a fallu s'entraîner beaucoup. Mon père m'a beaucoup aussi poussé à cela, à ne pas s'arrêter sur ses acquis, mais bel et bien de se remettre en question et de travailler. Donc le rôle de buteur aussi m'a mis dans cet état d'esprit de routine, parce que c'est dans la routine finalement où tu vas chercher le plus d'efficacité, mais c'est ce qui est le plus rébarbatif aussi. Un coup de pied reste un coup de pied, mais quand tu le répètes, et ben le corps il a en mémoire, et après il y a beaucoup plus de facilité. Donc moi j'ai rien à lui dire au petit Dimitri, qui continue à me suivre gentiment, calmement, qui me parle de temps en temps, et que je suis fier de son parcours. Bon, c'est bien. Tu dis que le but, c'est de la répétition. Tu as fait des milliers de fois le même geste. Tu as eu des modèles à ce niveau-là? J'ai pas réellement eu de modèle, mais le déclic, ça a été en Angleterre, où pareil, tu sais, j'avais voilà, depuis le plus jeune âge, j'avais un ballon dans les mains. C'est vrai que je sentais que j'avais des facilités techniques sur les passes. J'avais la passe à gauche, la passe à droite assez facile, un jeu au pied assez précis. Et en Angleterre, en fait, ça m'a pris conscience que malgré les facilités que tu as,
il y a un travail de routine qui est très important. Donc pour un demi de mêlée, par exemple, tu faisais, je sais pas moi, 150 ou 200 passes par jour. C'était non négociable, quoi. Tous les demi de mêlée faisaient 200 passes par jour, même en international. Tout le monde est au même niveau à ce niveau-là, quoi. C'est pas négociable, en fait. Et donc, j'en ai vu les résultats assez rapidement. Et ensuite, je me le suis imposé ensuite pour les tirs au but, pour le travail physique, un peu moins pour la musculation parce que j'en ressentais pas réellement de besoin, mais en tout cas pour tout ce qui allait me servir de manière opérative dans mon rôle de demi-mêlée de buteur, je me le suis mis en place. Ouais. Ouais. Donc c'est pas une légende de la rigueur britannique au niveau des entraînements? Ah non, c'est pas du tout une légende, je vous le confirme. Parfois même trop, hein, parce que ça devient un refuge pour eux. Mais pour moi, ça m'a fait du bien parce que ça a équilibré un petit peu mes forces et mes compétences. Facilité technique, oui. Maintenant, sans travail de routine, sans travail de labeur, on a plus de mal à être régulier, à être constant sur la longueur. Et moi, ça m'a permis de me stabiliser, surtout de m'équilibrer. Niveau tir au but, si je me souviens bien, tu as eu une parenthèse un petit peu avec un footballeur bien connu, Jean-Michel Larquet, avec qui tu as travaillé le tir au but. Ouais, tout à fait. En quoi il a réussi à t'influencer sur ça? Ouais, Jean-Michel, déjà, grande parenthèse, puisque quasiment toute ma carrière à Biarritz, il m'a suivi. On a commencé en 2003 ou 2004, me semble-t-il, jusqu'à quasiment la fin. Jean-Michel, il m'a apporté bien plus que sur les tirs au but. Hein. Ça a été un conseiller, il me parlait beaucoup. Et puis sur le tir au but en particulier, il m'a fait prendre conscience de l'importance de toutes les parties du corps dans une frappe, du détail total de la frappe, du pied d'appui jusqu'à la position de la main, de l'épaule, de la tête, de la hanche, enfin bref, détail complet. Le fait d'avoir un regard extérieur aussi permet de se corriger assez facilement pendant la séance hebdomadaire qu'on avait le jour de repos, en général le jeudi ou le mercredi. Puis Jean-Michel est quelqu'un de puissant, de par son passé. Mais quand il parle, Jean-Michel, tu l'écoutes, quoi. Tu l'écoutes. Quand tu es capitaine des Verts, quand on sait ce que représentaient les Verts à l'époque, c'est pas anodin, quoi. Donc il m'a apporté beaucoup, que ce soit techniquement, mentalement, professionnellement aussi, puisqu'il m'a toujours conseillé, même encore. Donc voilà, Jean-Michel, ça a été une très belle rencontre que j'ai eue dans ma carrière et dans ma vie. C'est drôle parce que ça permet de voir vraiment les ponts qui peuvent exister entre différents sports, parce que sur le papier, foot et rugby n'ont pas grand-chose à voir, mais la technique de frappe, a priori, il y a beaucoup de similitudes. Il y en a beaucoup. Hein. Après, on s'entraînait beaucoup avec le ballon rond aussi pendant ces séances-là, mais la frappe en elle-même... que ce soit un ballon rond ou un ballon ovale, on y rajoute un ustensile parce qu'il y a le team. Ensuite, la position est la même. C'est un peu une frappe d'un 6 mètres, en fait. C'est pas un corner ou un coup franc qu'on va essayer d'enrouler. C'est vraiment un 6 mètres où on va essayer d'aller le plus droit possible et d'aller chercher la régularité dans la frappe. Que tu sois à 15 mètres face au poteau ou à 45 mètres en coin, il faut que ce soit la même frappe. Donc, encore une fois, ce travail de routine, ce travail de labeur, parce que c'est un vrai travail de labeur. Tout en détaillant la frappe. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'une fois que tu as compris et que tu as assimilé tes failles pendant une frappe, et bien ensuite tu peux la rectifier quasiment tout seul. Et l'impact de la frappe, tu sens assez rapidement l'impact. Tu sais si elle va y aller, enfin si elle est bien frappée ou non, quoi. Juste à la sensation, jusqu'aux vibrations, quoi, en fait, que la frappe procure. Ça se voit d'ailleurs quand les buteurs vous frappez. Souvent, vous regardez même pas si c'est passé, vous ramassez le tir, vous savez déjà. Parce que l'impact, que ce soit le son ou même la vibration, et ça, il n'y a que nous qui pouvons le sentir, ou un tennisman, ou un joueur de pelote, ou un golfeur, on sent la vibration. Il y a une vibration qui passe, en fait. C'est difficilement explicable, mais en tout cas, c'est le cas, parce que la vibration, elle t'envoie l'information au cerveau ou je ne sais où.
où c'est fluide en fait. Tu sens que c'est fluide, que ce soit dans le bruit, dans le son ou dans la vibration qui passe. Donc c'est intéressant. Ouais. C'est dans d'autres plans là. Ouais, bien sûr. Dans ta carrière ou dans ta vie plus largement, est-ce qu'il y a du monde qui t'a inspiré? Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours des inspirations. Jeune et adolescent, j'avais des inspirations. Philippe Carbonneau était un joueur qui m'a beaucoup inspiré pendant mon adolescence jusqu'à pouvoir le rencontrer puisqu'on était à Brive au même moment et ouais, je me suis pas mal inspiré de lui sur beaucoup de secteurs de jeu. C'était un joueur de demi-mêlée complet qui était capable de jouer 10, 12. Enfin, il pouvait jouer tellement il avait de facilité technique et mentale surtout. Et puis le rugby, il avait le sens du jeu, ce qui est aussi important. Agressif, hargneux défensivement. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Ouais. Dans le monde civil, il y a quelqu'un qui t'a inspiré en particulier? J'ai pas j'ai pas une seule personne en particulier. J'essaie de m'inspirer un peu de tout le monde, des plus grands forcément, mais moi j'ai pas quelqu'un qui ressort là comme ça quoi. D'accord. Donc on l'a abordé au début du podcast. Ton grand-père est arrivé en France dans les années 40, c'est ça? Pendant la guerre, ouais. Donc pendant la guerre. Deuxième Guerre mondiale. Tu gardes aujourd'hui encore une grosse part de Géorgie en toi. Un de tes frères est international géorgien. Oui, tout à fait. Ouais. Tu y retournes encore là-bas? Enfin, tu y vas? Bah écoute, j'y suis allé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'y suis allé. On a fait un voyage avec mes 2 frères, tous les 3. Donc on est allé en Géorgie, on a fait un road trip, ce qu'on pourrait appeler un road trip en voiture. On est allé au village de mon grand-père où il est né, jusqu'à sa maison. On est même rentré dans la maison où il est né, Waouh. en plein cœur de la montagne caucasienne de Géorgie. Et voilà, ce qui est étrange et bizarre, c'est que je suis arrivé là-bas, c'était la première fois que j'y allais, contrairement à mon frère où il était déjà allé, puisque comme tu l'as dit, il a porté les couleurs de la Géorgie il y a quelques années. Et j'avais l'impression d'y avoir déjà vécu, d'y être déjà allé. Les gens sont tellement accueillants, étaient tellement heureux de nous voir. Ce qui est drôle aussi, c'est que ça ressemble beaucoup au relief du Pays Basque, avec des forêts bien vertes, des montagnes. Il y a cette culture de la gastronomie, du chant, de la religion. Ça ressemble beaucoup à ici, c'est assez étrange. Donc voilà, ça m'a permis de me reconnecter, quoi, en fait, de reprendre quelques pièces du puzzle et de le reformer. On est redescendu jusqu'à l'Arménie. On a fini à Yerevan parce que ma mère est d'origine arménienne par son grand-père. Donc ça a été un voyage, on va dire, initiatique qui nous a permis de nous reconnecter, puis le faire en fratrie en plus, c'est puissant. Hein. Ah, ça doit être fort. La maison est toujours dans le même état ou comment ça se... Apparemment, oui. Apparemment, elle est toujours dans le même état, une maison typique géorgienne, au milieu des montagnes, dans une sorte de forêt. Ouais, c'est assez étrange. Ouais. Ça doit faire bizarre. Ouais. Tu sais parler la langue ou pas? Non, du tout. Non. T'es connu en Géorgie? Bon, déjà, c'est un nom commun. Yashvili, il y en a pas mal en Géorgie. Mais ensuite, tu sais, le rugby se développe de plus en plus en Géorgie. On voit pas mal de Jvili qui viennent jouer, en France. Mais ouais, mon père avait déjà fait reconnaître le nom là-bas pendant sa carrière rugbystique, plus moi aussi. Puis on a encore de la famille là-bas, hein, de la famille un peu éloignée qu'on a d'ailleurs rencontrée. Donc eux, ils suivent pas mal. Ouais. Ok, donc t'es arrivé là-bas comme pour un voyage initiatique, mais t'en es reparti un peu comme une star ou Non, du tout, parce on est resté très discret. On n'avait pas trop parlé, hormis à la famille, mais juste à la famille. Donc je l'avais pas trop fait savoir. C'était pas le but non plus. Bien sûr. C'était vraiment de profiter du maximum du pays avec mes 2 frères et voilà. Sur un terrain ou dans ta vie rugby, t'as un moment, une anecdote rigolote qui te vient ou un truc un peu fou que t'as vécu et qui te fait rigoler encore aujourd'hui? On avait un jeu, si tu vois, à la fin de la carrière. Au début de la carrière, c'était assez différent parce que c'était très sérieux. Puis on était avec une génération de joueurs où tu pouvais pas rigoler avant les matchs. À la fin de la carrière, c'était un peu différent. On se tapait pas mal de barres de rire, même ça nous arrivait avant les matchs. On avait
voilà, cette force de pouvoir switcher assez rapidement lors du coup d'envoi. Et je me revois, j'étais remplaçant à La Rochelle, c'était un match de championnat et Sylvain Marconnet était aussi remplaçant. Et avant le match, il y avait une grande poubelle de glace pliée dans le vestiaire et Laurent Rodriguez et Jean-Michel Gonzalez, je crois, faisaient leur discours. C'était juste avant d'entrer sur le terrain. Il faisait très chaud ce jour-là et le gros a commencé à se mettre de la glace pilée sur la tête. Puis il en a fait une petite boule et il a commencé à m'en lancer une qui m'a pris plein fer. Donc je me suis retourné, je l'ai vu, c'est parti en bataille de boules de neige, mais juste avant de rentrer sur le terrain. Alors on était remplaçant, on avait un peu moins de pression, mais ça n'avait pas plu à Rodrigue. Hein. Il nous avait regardé avec le regard un peu noir. Mais ça s'était bien fini parce qu'on avait réussi à gagner à La Rochelle, donc c'était un bon souvenir. Mais voilà, des petites conneries comme ça, il y en a eu pas mal et quand j'y repense, ça me fait bien rire. Ouais, c'est cool. Tout à l'heure, tu disais que tu avais en partie arrêté ta carrière parce qu'il y avait des choses qui changeaient dans le monde du rugby. Tu t'y reconnaissais plus à la fin. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Ben ouais, c'est devenu, enfin, c'est peut-être la suite logique, hein, devenu un rugby très physique, basé sur le défi physique, même si là on commence à revenir à autre chose. Moi j'ai arrêté en 2014, donc c'était il y a déjà 6 ans, donc ça a déjà un peu évolué. On est revenu à un rugby un peu plus d'intuition, de vitesse, de finesse technique. Le Stade Toulousain nous l'a montré la saison dernière, mais jusque-là c'était quand même basé sur le défi physique, où on essayait de se remplir les muscles plutôt que de se remplir la tête et essayer de trouver un peu le côté subtil et la finesse de ce sport. Donc je m'y reconnaissais plus tout simplement, hein, et ça c'est pas de la faute du rugby en général, mais c'était une suite peut-être logique, hein. On essayait de ressembler aux Sud-Africains, aux Iliens, et on essayait de se remplir les muscles. Moi c'est pas un truc qui m'a toujours branché, ça m'a surtout pas apporté. Ça n'a pas été une chose positive de me sentir plein les biceps, mais si tu sais pas faire une passe à gauche, une passe à droite et jouer un 2 contre 1, je vois pas à quoi ça sert. Donc il y avait pas mal de choses que je ne comprenais pas. Je m'y identifiais plus, si tu veux, à ce jeu-là. Donc voilà, avec toute la liberté que j'ai et que je possède, ben, j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Tout simplement. C'est une bonne raison, hein, tu me diras. Donc aujourd'hui, tu es commentateur. Est-ce qu'à côté, tu as envie de t'investir dans l'entraînement ou d'une autre manière dans le rugby? Alors, entraîneur, non, parce que j'ai pas envie de me replonger dans un quotidien 7-7, 24-24 rugby. Ce rôle de consultant me convient totalement parce que il y a moins de pression. Alors, t'es pas sur le terrain, t'es dans la tribune de presse, t'es pas sur le terrain. Pendant un an et demi, j'ai conseillé Baptiste Serin sur les tirs au but. C'était une expérience qui m'a bien plu. Mais c'était de manière amicale comme ça. Il y avait pas, c'était pas du travail dans le sens littéral du terme. C'était pas un travail, c'était vraiment un plaisir. Pareil, les jours fériés. C'était une manière aussi de rendre un peu ce qu'on m'avait donné, notamment ce que m'avait donné Jean-Michel pendant toutes ces années. Donc ouais, faire des trucs comme ça pour le plaisir, ça, et transmettre surtout, ouais, c'est une chose qui me plaît. Après, de quelle manière, je sais pas. Ouais, t'as déjà un emploi du temps bien rempli, quoi. Ouais. Le podcast s'appelle La Cravate et il y a une question que je pose tout le temps quand on arrive vers la fin. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate? Oula. J'ai pas envie de prendre un carton rouge. Hein. Il n'y a pas de risque, on est qu'entre nous. Bah, la cravate. Écoute, j'ai envie de te dire, non pas la formation française, mais j'aimerais voir un peu plus de jeunes joueurs français être lancés par les clubs relativement jeunes, relativement tôt, comme on l'a fait nous. Alors certes, ils vont pas faire des bons matchs et ils vont se planter. Mais en tout cas, c'est là où on apprend le plus. Ça fait partie de notre apprentissage, de commencer jeune et tôt pour pouvoir ensuite être aguerri à 21 ans, 22 ans, 23 ans, avoir beaucoup plus d'expérience. L'hémisphère sud nous montre le chemin, les Anglais aussi nous montrent le chemin. Nous, on commence aussi avec notamment ces titres de champion du monde là, des moins de 20 ans, les saisons précédentes, donc on commence petit à petit à les intégrer. Je ne vais pas mettre une énorme cravate, mais aller un petit plaquage haut à la formation où j'aimerais je souhaiterais que les clubs intègrent un peu plus les jeunes joueurs, qu'ils les lancent un peu plus plutôt que d'aller chercher un Sud-Africain ou un joueur étranger de 27-28 ans, même si je comprends les impératifs des clubs et
et que les business plans sont assez stricts et difficiles à respecter. Donc il faut des résultats, ça je l'entends maintenant sur le long terme. Et pour retrouver une équipe de France compétitive au niveau, je pense que voilà, gérer le socle, gérer la base, ce serait une bonne chose. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain numéro ? Oula, un ancien coéquipier. Oh, pas forcément un ancien coéquipier, hein. Quelqu'un que tu aimerais entendre dans la cravate, hein, que tu penses qu'il pourrait passer un bon moment. Julien Perrelong, Ouais. ancien numéro 10. On a formé la charnière pendant de nombreuses années à Biarritz. Je pense qu'il a plein de choses intéressantes à vous rencontrer. C'est un bon mec. Et voilà, Peshkit, c'est à toi. Ouais. T'as un truc à lui dire en particulier ? Mais qu'il se livre à la cravate, tout simplement. Ça fait remémorer de bons souvenirs. Et puis pendant 12 ans, je lui ai fait des passes. Il était le numéro 10, j'étais le numéro 9. Donc je continue, Peshkit, je te renvoie le ballon, bien à hauteur. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que t'aimerais qu'on te pose ? Non, j'en ai pas une en tête en particulier. Bon. Mais parfait, ça veut dire qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, je pense. C'est cool. En tout cas, Dimitri, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. C'était top. J'ai pour ma part passé un super moment, encore une fois dans un cadre magnifique. Donc je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.